chers collègues, chers amis, je suis ravi d'accueillir collègue Bernas pour ce séance de notre groupe de recherche phénoménologie et herméneutique. Cette année, nous sommes en train de faire un projet sur le rapport entre phénoménologie et structuralisme, et c'est excellent que Dr Bernas est d'accord de nous présenter son recherche dans la forme de masterclass. Je vais d'abord, dans quelques remarques introductives, présenter Dr Bernas, qui est docteur en philosophie de l'Université Louvain-la-Neuve et qui travaillait d'une façon vraiment travaillait a mis pas mal des efforts de travailler sur Foucault, mais aussi bien sur le formalisme russe et la politique langagière, linguistique. Je vais mentionner deux livres, Identité nationale et politique de la langue, une analyse foucauldienne de Kamal Dave et approche philosophique du structuralisme linguistique russe. Récemment, M. Bernas a publié sur la pédagogie de Tolstoï, ce qui me touche vraiment parce que je suis aussi en train d'écrire sur la mauvaise conscience à partir de Tolstoï. Bon, sans perdre votre temps, je vais donner la parole à Oleg Bernas. Oleg, tu n'es pas limité, tu peux choisir toi-même la durée et on va avec plaisir te poser des questions. Donc, s'il te plaît, la parole. Merci beaucoup, György. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de parler de façon claire pour que vous puissiez prendre des notes et pour qu'on puisse avoir une discussion à la fin de cette intervention. Je voulais seulement mentionner que peut-être mon intervention va être un tout petit peu jargonnante. Je vais employer un langage certainement un peu technique. Je vais malgré tout essayer de clarifier, analyser et donner quelques définitions des concepts. Je n'ai pas annoncé le titre. Donc, pensez l'intervention clinique à partir de Lacan, donc potentiel philosophique de Jacques Lacan. Désolé. Oui, tout à fait. Donc, Lacan, c'est un auteur que je vais effectivement mobiliser dans cette intervention pour pouvoir penser le rapport aux conditions de possibilité de la transformation de l'identité des intervenants en éthique clinique. Alors, je vais également mobiliser le concept qu'il faudra définir et sur lequel on peut revenir évidemment de gouvernance réflexive, et qui est en fait qui est un concept sur lequel j'ai travaillé lors de mes études doctorales et postdoctorales au Centre de philosophie du droit. Et donc, c'est deux points de vue, hein, la psychanalyse de Lacan d'un côté et la gouvernance réflexive de l'autre côté, que je vais essayer de mobiliser. Je vais essayer d'ailleurs de les articuler, hein, les deux points de vue, tout en essayant d'approfondir ce qui me semble être des limites épistémologiques du dernier Lacan. Bon, c'est un chantier vaste. À vrai dire, les concepts que je vais mobiliser ne sont pas du tout évidents à mobiliser. Mais bon, on y va dans la réflexion, et puis on verra bien ce que ça donne. Et alors, évidemment, je suis tout à fait curieux d'avoir vos retours, vos critiques, bien entendu, pour non seulement répondre à des questions de détail, mais évidemment de fond. Alors, j'ai donc intitulé, comme György vient de le dire, mon intervention « Penser à l'intervention en éthique clinique ». Et je vais m'appuyer donc sur Lacan et la gouvernance réflexive. L'objectif de cette intervention étant de penser le rapport à la transformation de l'identité de l'intervenant en éthique clinique. Alors, je me propose dans cette intervention, d'une part, de mobiliser quelques concepts opératoires
de la psychanalyse lacanienne pour problématiser les modalités dont on peut penser le statut de l'identité de l'intervenant en éthique clinique. Et alors, je me propose d'autre part de faire un approfondissement de cette démarche psychanalytique en m'appuyant sur, c'est des concepts à clarifier, hein, mais je vais m'appuyer sur l'approche génétique de l'apprentissage et plus précisément sur le concept de tertiarisation, un autre concept à définir, hein, qui en constitue la clé de voûte, hein, qui est la pièce centrale de l'approche génétique de l'apprentissage qui définit la spécificité de la gouvernance réflexive. Bon, je vais essayer de clarifier tout ça. Alors, qu'est-ce que je cherche avec tout ça? Ben, en fait, j'essaie de mieux comprendre d'un point de vue épistémologique, l'opération par laquelle l'intervenant en éthique clinique agit sur lui-même pour se transformer et, ce faisant, rendre possible l'essor de nouvelles relations collaboratives. Alors, le problème que je souhaite aborder dans cette intervention part d'un double constat. Le premier constat est empirique, le deuxième théorique. Alors, le premier constat empirique, au niveau de ce premier constat, il faut noter la complexification des pratiques contemporaines dans le domaine de la santé liées aux changements d'ordre technoscientifique, juridique ou encore économique. Ces changements ont eu des conséquences majeures sur les normes régissant l'agir éthique. Ces normes ne sont plus ou n'ont plus le statut d'un ensemble de principes moraux a priori qu'il faut appliquer de l'extérieur à la pratique. Depuis quelques décennies, il faut le dire, l'éthique et les normes qui la définissent sont plutôt convoquées comme étant une source de capacitation, de empowerment des acteurs concernés. Alors, cette déstabilisation éthique, par cette déstabilisation, je veux dire ce changement des normes définissant l'agir éthique, cette déstabilisation de l'éthique a rendu possible une nouvelle manière de comprendre l'identité des intervenants dans le champ de l'éthique clinique. Alors, pour saisir la portée de ce changement, il faut noter sur le niveau théorique que cette nouvelle manière de comprendre l'identité de l'intervenant en éthique clinique s'inscrit notamment dans le cadre de la gouvernance réflexive, qui est définie, cette gouvernance réflexive, à la lumière d'une analyse des conditions que l'action collective doit respecter afin de garantir autant que possible les exigences normatives de ses membres. Donc, la gouvernance réflexive mobilise d'une part l'idée d'une pragmatique contextuelle, régie non pas par la logique formelle des principes moraux universels, mais par l'attention portée au mode dont les normes sont vécues collectivement par les acteurs concernés. Mais la gouvernance réflexive met en valeur d'autre part les structures de capacitation des sujets apprenants conçues sous la forme des principes générateurs de nouvelles pratiques collaboratives. D'où l'importance de problématiser l'opération d'apprentissage en tant qu'elle se situe au centre des dispositifs qui la suscitent. Donc, loin de présupposer naturel cette opération d'apprentissage, l'approche génétique de la gouvernance réflexive soutient que cette opération d'apprentissage est à organiser et à construire afin de rendre possible le choix des modalités de sa réalisation. C'est la raison pour laquelle il est essentiel d'analyser le travail de création d'un savoir collectif inscrit dans des conditions sociales et historiques spécifiques comme relevant d'un processus de capacitation toujours ouvert à l'essor des nouvelles subjectivités. On peut comprendre, je pense, à partir de ce double constat empirique et théorique, la radicalité du processus de transformation des rôles dans lesquels sont engagés les intervenants en éthique clinique. D'une part, les patients ne sont plus conçus comme étant des simples bénéficiaires passifs, mais des véritables acteurs participant à la construction de leur projet de soins. D'autre part, les intervenants eux-mêmes en éthique clinique n'ont plus le statut d'experts, adoptant une position de surplomb face à leurs pratiques, car ils ont pour rôle d'accompagner les acteurs engagés dans la pratique du soin.
Ainsi, ce véritable changement paradigmatique des rôles dans le champ de l'éthique clinique a comme objectif la co-construction par les acteurs concernés des compétences en action et en situation. Alors, il y a donc en fait un changement qu'on peut constater, hein, un changement concernant le type de relation entre les bénéficiaires et les intervenants en éthique clinique. Hein. D'une part, les bénéficiaires ne sont pas des simples bénéficiaires qui reçoivent, si je peux dire, des connaissances des experts. Ils participent, ils sont activement engagés dans leur projet de soins. Et de l'autre côté, les intervenants en éthique clinique co-construisent ensemble avec les bénéficiaires les projets de soins des bénéficiaires. Bon, alors, moi, je voudrais ici, à partir de ce constat, poser une question, hein, la question de la résistance que les acteurs opposent au changement, à ce changement que je viens de mentionner, tout en répétant des rôles institutionnels prédéterminés. Donc, comment on peut comprendre cette répétition, mais aussi comment on peut la dépasser? Hein, on peut d'un côté donc constater la transformation des rôles que je viens de la relation que je viens de mentionner, mais en même temps, il faut comprendre la résistance que les acteurs opposent à cette transformation. Cette résistance au changement et la répétition des rôles nous invite à analyser le rapport à l'opération par laquelle le sujet, aussi bien individuel que collectif, agit sur lui-même pour se transformer. Et j'appelle cette opération subjectivation. La subjectivation est l'opération par laquelle le sujet, individuel et collectif, agit sur lui-même pour se transformer. C'est ça, la subjectivation. Alors, mon hypothèse est que la théorie psychanalytique du dernier Lacan, dont je vais essayer de problématiser les limites et leurs possibles dépassements, permet de fournir une réponse aux questions que je viens de poser. Alors, cette hypothèse s'inscrit, comme je l'ai déjà souligné, dans le cadre de la gouvernance réflexive et s'appuie plus spécifiquement sur son approche génétique de penser le rapport à la transformation des représentations qui sous-tendent l'action des acteurs sociaux. Alors, pour étoffer mon hypothèse, je vais diviser cette intervention en 3 parties. Dans la première partie, je vais analyser le concept de tertiarisation, qui est au centre donc de l'approche génétique de la gouvernance réflexive. Je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire, cette tertiarisation. Alors, dans les 2 parties qui suivent, je vais essayer de répondre aux problèmes que j'ai mentionnés, à savoir la résistance au changement des rôles sociaux. C'est à ce problème-là que je vais essayer de répondre dans les 2 parties qui suivent. Alors, parallèlement, ces 2 parties seront pour moi l'occasion de comprendre l'importance de passer par la psychanalyse lacanienne afin de répondre à l'exigence de la gouvernance réflexive, c'est-à-dire cette exigence de la gouvernance réflexive et la nécessité de produire réflexivement nos contextes d'action tout en remettant en cause l'arrière-plan identitaire qui les structure. Et donc, dans la deuxième partie, je vais problématiser avec Lacan les limites de la manière dont Freud avait décrit l'opération par laquelle le sujet individuel, le collectif, agit sur lui-même pour se transformer. Cette deuxième partie va me permettre de comprendre, à un niveau dont il faut questionner la spécificité, la façon dont on peut dépasser la résistance que les acteurs opposent à la transformation de leurs rôles sociaux. Et je vais thématiser dans la troisième partie de cette intervention la radicalisation de la manière dont Lacan a cru pouvoir dépasser son approche précédente, avant les années 68, pour penser l'opération de subjectivation. Alors, cette analyse en 3 parties va me conduire vers une évaluation de l'articulation entre le dernier Lacan et le concept de tertiarisation. Alors, première partie, la gouvernance réflexive et l'opération de tertiarisation. Alors, pour pouvoir saisir l'originalité qui définit la manière dont l'approche génétique de la gouvernance réflexive pose le problème de l'organisation démocratique de l'action collective, il faut mettre en avant les éléments clés qui la distinguent du néo-institutionnalisme. L'enjeu central de l'approche néo-institutionnaliste de penser la gouvernance de l'action collective peut être compris
si on prend en considération la façon dont elle aborde le problème de l'apprentissage collectif lié à la nécessité de la transformation du rapport aux représentations attachées aux identités d'action des acteurs sociaux. Alors, 3 démarches doivent être distinguées pour répondre à ce problème qui dans le cadre de l'approche génétique de la gouvernance réflexive, est résolu d'une manière particulière, raison pour laquelle je vais parler d'une 4e démarche cherchant à construire, à la lumière de ce qu'on peut appeler l'opération de tertiarisation, les conditions qui doivent être réunies pour garantir autant que possible les résultats escomptés par les pratiques de l'apprentissage collectif. Donc, selon la première démarche, l'articulation entre la transformation de la représentation de l'identité d'action et l'apprentissage qui la sous-tend est pensée en tant que résultat produit par des phénomènes extérieurs. C'est ainsi que, comme le soutiennent certains auteurs comme Marengo et Dossi, c'est ainsi que la représentation d'une action collective peut être imposée à un groupe d'acteurs sociaux par une opération de greffe. Dans ce cas, l'apprentissage nécessaire à la transformation de la représentation d'une identité d'action est traité de manière secondaire car il est supposé déjà donné. Dans le cadre de la 2e démarche, le problème de l'articulation entre les processus d'apprentissage et la représentation de l'identité d'action se pose sous la forme d'une juxtaposition entre le premier et la 2e. C'est pourquoi le schéma des représentants de la nodal gouvernance pose que les processus délibératifs sont suffisants pour encadrer de manière exhaustive les capacités adaptatives des acteurs sociaux. Pourtant, dans ces 2 premiers cas, il reste impossible de penser les modalités selon lesquelles l'extension des capacités existantes pourrait résulter de l'opération même de l'apprentissage collectif. Soit ces capacités sont supposées déjà données, le premier cas, soit sont-elles posées comme entretenant un rapport de juxtaposition avec les processus délibératifs qui les encadrent, le 2e cas. En dépassant les 2 premiers cas, la 3e approche ne s'appuie plus sur des compétences supposées données, car l'important est de penser les conditions sous lesquelles on peut prendre en compte la transformation effective des capacités de représentation. Puisque ces capacités ne sont pas supposées données, elles sont pensées comme étant liées à une pratique d'apprentissage collectif. Pourtant, cette 3e approche est restée insuffisamment développée, la preuve d'une telle insuffisance étant le mentalisme d'un auteur comme Donald Schoen. Donald Schoen pose, qu'est-ce qu'il pense en fait Schoen? Il pose qu'il existe des règles, il y a des règles déposées dans l'esprit de l'être humain qui s'auto-activent au moment du dépassement des blocages rencontrés dans le champ d'action des acteurs sociaux. Ces règles qui sont déposées dans l'esprit du sujet s'auto-activent lorsqu'on rencontre des blocages dans le champ d'action des acteurs sociaux. Alors, l'originalité de l'approche génétique de la gouvernance réflexive réside en ce qu'elle ne suppose pas, comme dans le cas de Schoen, des règles d'action prédonnées dans l'esprit des sujets guidant leur pratique d'apprentissage. La critique qui définit la position de l'approche génétique de la gouvernance réflexive se réfère plus spécifiquement au mentalisme de Schoen. Qu'est-ce que ça veut dire le mentalisme? Ce mentalisme de Donald Schoen que je viens de mentionner, c'est-à-dire la croyance selon laquelle les acteurs vont spontanément ajuster des dispositifs de capacitation de l'action des individus et les métadispositifs ayant pour rôle de garantir le meilleur usage de ces dispositifs de capacitation. En fait, Schoen croit qu'il suffit de poser le 2e type de dispositif, les métadispositifs, pour qu'il y ait ajustement avec le premier niveau, parce qu'il pose que les acteurs ont une règle déposée dans leur esprit qui s'active spontanément au moment où ils rencontrent des blocages.
Et pourtant, les analyses de Schoen indiquent comme en creux la solution au problème à sa démarche. Au lieu de supposer l'auto-activation d'une règle d'action donnée dans l'esprit des acteurs sociaux, la gouvernance réflexive et son approche génétique prônent l'idée suivant laquelle c'est l'attention portée aux conditions pragmatiques d'expérimentation elle-même qui, en fonction du choc qu'elle suscite, rend possible le recadrage des pratiques d'action collective. Et donc ainsi, l'apprentissage collectif, dont le statut m'intéresse ici en tant qu'il devrait permettre de penser la transformation des représentations attachées aux identités d'action de l'intervenant en éthique clinique, est thématisé dans le rapport qu'il entretient avec l'ouverture au choc suscitée par les cadres coopératifs expérimentés. Il n'est pas supposé déjà donné. Et c'est à partir de ce point de vue qu'il faut comprendre l'approche génétique de la gouvernance réflexive dont le concept de tertiarisation constitue la pierre centrale. La pièce centrale. En quoi consiste cette opération de tertiarisation? Qu'est-ce que ça veut dire? L'opération de tertiarisation peut, en premier abord, être comprise comme étant l'action. La tertiarisation, c'est l'action par laquelle s'opère la différenciation entre le sujet d'un côté et l'altérité de l'image dans laquelle il reconnaît son identité. La tertiarisation, ça veut dire cette action par laquelle s'opère la distinction entre le sujet et l'image dans laquelle il reconnaît son identité. Pour se reconnaître dans une image, il faut donc d'abord faire droit à l'altérité même de l'image. Cette observation me permet de situer l'opération de tertiarisation à un niveau plus profond. Ce niveau plus profond vise les conditions qui doivent être réunies pour garantir le déploiement de l'action par laquelle s'opère cette différenciation entre le sujet et l'altérité de l'image dans laquelle il reconnaît son identité. Il ne suffit pas de dire qu'il y a une action qui permet de faire cette distinction entre le sujet et l'image dans laquelle il reconnaît son identité. Encore faut-il penser les conditions de possibilité de cette action. Et ce sont précisément ces conditions de possibilité qu'oblitère Schoen. Il croit que pour faire identité, il existe une règle déjà donnée dans l'esprit du sujet. Or, pour faire identité, il est nécessaire de comprendre tant l'action par laquelle s'opère la différenciation entre le sujet et l'altérité de son image que les conditions de possibilité de cette différenciation. Si nous comprenons ces deux exigences sans présupposer des règles de réussite déjà déposées dans l'esprit de l'être humain, nous devons pouvoir comprendre la transformation du rapport à l'image qu'un sujet peut se donner sans répéter le blocage d'action qu'il souhaite dépasser. Et donc, la question qui se pose est comment on peut analyser plus précisément le statut des conditions de possibilité de la différenciation entre le sujet et l'altérité de l'image où il reconnaît son identité sans poser l'existence d'une règle régissant la construction de ces conditions de possibilité. Et c'est à cette question que la théorie psychanalytique du dernier Lacan va m'aider à répondre. Donc, je me propose ici de problématiser le modèle épistémologique du dernier Lacan. C'est une observation importante. Je vais faire une analyse aussi de certains concepts mobilisés par Lacan, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le cadre épistémologique dans lequel il analyse ces concepts. Par cadre épistémologique, je veux simplement dire l'opération par laquelle il construit ces concepts que je vais brièvement analyser en me penchant sur le dernier Lacan. Alors, pour faire ça, pour mobiliser ce dernier Lacan pour comprendre les conditions de possibilité de déploiement de l'action par laquelle s'opère la différenciation entre le sujet et l'image où il reconnaît son identité, voyons d'abord comment on peut analyser et dépasser les limites de la manière dont Freud, brièvement, a décrit l'opération par laquelle le sujet, individuel et collectif, agit sur lui-même pour se transformer. C'est ce que j'ai appelé subjectivation. Alors, pour pouvoir problématiser les limites de la manière freudienne de construire l'opération de subjectivation,
je vais ici m'appuyer sur son ouvrage de Freud, hein, Psychologie des foules et analyse du moi. Le choix de cette référence est importante, non seulement parce qu'elle nous donne l'occasion d'y saisir les limites épistémologiques qui lui sont constitutives, mais aussi parce que, contrairement à ce que l'on affirme souvent, Freud n'y analyse pas l'opération de subjectivation au seul niveau individuel, mais aussi au niveau de l'action collective. Voici ce que dit Freud. J'ai l'édition de Payot de 2012 à la page 19, je cite donc. Dans la vie psychique de l'individu pris individuellement, l'autre intervient très régulièrement en tant que modèle, soutien et adversaire, et de ce fait, la psychologie individuelle est aussi, d'emblée et simultanément, une psychologie sociale, en ce sens élargi, mais parfaitement justifié. Fin de citation. Donc, comment comprendre sur ce double niveau, individuel et collectif, le statut de l'opération de subjectivation, c'est-à-dire l'action par laquelle le sujet agit sur lui-même pour transformer son identité. Donc, avant de répondre à cette question, il convient de souligner que Freud critique dans l'ouvrage que j'ai mentionné, Psychologie des foules et analyse du moi, il critique la démarche développée par Gustave Le Bon dans son essai La psychologie des foules. En lui reconnaissant, c'est-à-dire que Freud reconnaît à Gustave Le Bon la justesse de l'observation suivant laquelle les individus abandonnent leur esprit critique lorsqu'ils se transforment en foule, tout en s'identifiant à l'image du leader. Freud note que Gustave Le Bon, ne répond pas à la question des conditions de possibilité de cet abandon. On abandonne l'esprit critique quand on s'identifie aux foules, ça c'est juste, mais quelles sont les conditions de possibilité de cet abandon, pose la question Freud. Cette question est fondamentale dans la mesure où elle porte sur le statut du liant, qui est une caractéristique non seulement de la foule, mais aussi, pour employer un autre terme, du fonctionnement de toute institution. Salut aux nouveaux intervenants, aux participants. Alors, pour comprendre ce lien, il faut faire référence, selon Freud, à la théorie de l'identification, dont l'analyse éclaire l'opération de subjectivation. Ainsi, il faut noter que toute institution repose dans sa capacité à faire lien sur le fait que l'ensemble des individus investissent leur affect dans un objet commun d'amour auquel ils s'identifient, comme le dit Freud à la page 67. La relation d'identification introduit une dichotomie au sein de chaque sujet entre le moi et l'idéal du moi. Et cette dichotomie entre le moi et l'idéal du moi produit un double effet. Premier effet, le rapport d'identification rend possible le lien social, parce qu'on s'identifie à un objet commun d'amour. Et donc, l'effet, c'est que cette identification rend possible le lien social. En d'autres termes, l'introjection de l'instance de l'idéal du moi, par effet d'identification à un objet commun d'amour, crée un sentiment de similitude entre les individus. Ce sentiment de similitude a pour conséquence, deuxièmement, la création de la relation d'obéissance à l'idéal du moi. Et c'est précisément cette double caractéristique de l'identification qui n'est pas problématisée chez Le Bon, même s'il constate judicieusement, à un niveau empirique, que dans la foule, l'individu abandonne son esprit critique tout en obéissant aux décisions du leader. Or, il est important de souligner l'idée suivant laquelle la singularité de la psychanalyse freudienne consiste en ce qu'elle pose la nécessité d'une autre action extérieure à l'identification pour mettre en lumière l'effectivité du processus de subjectivation. Ainsi, la subjectivation, selon Freud, se déploie sous la forme d'une action limitant de l'extérieur l'acte d'identification. D'un point de vue épistémologique, cette théorie freudienne pose problème dans la mesure où elle se réfère à l'action d'une altérité extérieure pour comprendre l'opération de subjectivation. Et donc, cette façon de d'écrire Freud, même si on touche à des questions importantes comme celle de l'identification, est évidemment
comment dire, limité. Je pense que Freud va plus loin dans ses écrits plus tardifs, comme l'a très bien montré Balibar dans ses analyses du rapport entre Kelsen et Freud. Éventuellement, on peut revenir en fait sur tout ça. Mais moi, ce que je voulais dire en passant à Lacan, c'est que l'une des originalités fondamentales de Lacan peut aisément être comprise si on se rappelle que Lacan internalise les conditions du processus de subjectivation dans la dynamique de la langue. Donc, l'individu mis en mouvement par l'affect d'identification devient sujet par l'action de la langue, en tant que cette langue est régie par des rapports structuraux entre les signifiants. Et donc, le gain épistémologique du geste lacanien est majeur. Le processus de subjectivation n'a pas de garantie extérieure. Il relève d'une action interne à la dynamique de la langue. Le structuralisme linguistique, sous-tendant la psychanalyse lacanienne, nous exige de prendre en compte cette idée essentielle suivant laquelle le rapport à soi de tout être humain n'est pas un rapport d'identité, dans la mesure où le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. C'est pourquoi l'opération de subjectivation relève d'une action langagière s'appuyant sur la non-identité de soi à soi. C'est également dire que si identité il y a, c'est dans la mesure où cette identité est de nature imaginaire. Cette observation me permet de fournir une première réponse au problème que j'avais soulevé dans mon introduction. Donc, j'ai fait le constat que les bouleversements contemporains sur les plans socio-économiques et juridiques ont entraîné un changement radical au niveau de l'agir éthique. De ce point de vue, l'identité de l'intervenant en éthique clinique n'est plus conçue à l'aune du modèle de l'expert qui, en s'appuyant sur des principes moraux universellement valables, adopterait une position de surplomb face au contexte où s'inscrit son action. Au contraire, l'identité de l'intervenant en éthique clinique est celle de l'accompagnateur qui, ensemble avec les acteurs concernés, a pour tâche de co-construire des normes d'action valables dans les contextes qui les surdéterminent. Alors, ce changement de l'identité de l'intervenant se situe au niveau d'un constat empirique, mais il doit être problématisé au niveau de ses conditions de possibilité. C'est la raison pour laquelle j'ai posé que la question de la résistance au changement et de la répétition des rôles sociaux prédéterminés par les institutions en tant que contexte d'action du sujet. C'est la raison pour laquelle je vais poser cette question. Alors, à ce stade de la réflexion que je propose ici, qui s'inspire de Lacan, on peut répondre que c'est dans l'espace imaginaire, bon, c'est encore un terme qu'il faut peut-être analyser davantage, aller plus loin, mais c'est dans l'espace imaginaire que se joue la résistance et la répétition de l'identité que le sujet investit dans le rôle social qu'il doit occuper. Donc, pour dépasser cette répétition de l'identité imaginaire, il faut que celle-ci soit inscrite, selon une perspective lacanienne, dans certains Lacan, dans la structure symbolique de la langue, traversée par des rapports de non-identité entre les signifiants. Et pourtant, il faut préciser que Lacan suppose déjà donner cette structure de la langue. Pour le dire autrement, Lacan suppose inscrite dans le sujet la règle définissant le processus de subjectivation. Donc, il espère, si je peux dire ça comme ça, que les règles du langage vont s'activer au moment où le sujet, quand il va aller faire sa psychanalyse, il va mettre en récit les problèmes qu'il rencontre en décrivant ses symptômes. Donc, dans cette mise en récit, les règles du langage vont s'activer, donc elles vont trouver l'espace imaginaire où se joue la répétition de son identité. Et c'est la raison pour laquelle il faut interroger la croyance de Lacan dans un espace langagier idéal mu par le déploiement de la règle de subjectivation déposée dans l'esprit de l'être humain. Cette problématisation est directement liée au problème qui me préoccupe dans cette intervention, et ceci sur un double niveau. D'abord, sur le premier niveau, je me suis proposé de mieux comprendre l'opération de subjectivation afin de répondre au problème de la résistance que les acteurs opposent au changement de leurs rôles sociaux. Or, il faut aller plus loin. Si on
il faut aller plus loin si nous voulons remettre en cause la supposition de la structure de la langue, hein, comme le fait un certain Lacan. On peut dire le Lacan d'avant 1968. Et ce questionnement de la supposition de la structure de la langue est d'autant plus important que l'opération de tertiarisation, centrale dans l'approche génétique de la gouvernance réflexive, exige une analyse du processus de construction des conditions sous lesquelles ou dans lesquelles s'opère la différenciation entre le sujet et l'altérité de l'image où il reconnaît son identité, sans présupposer des règles déjà données régissant cette différenciation. Donc, pour avancer dans cette démarche, et j'en ai peut-être pour encore une quinzaine de minutes avant de terminer, mais donc pour avancer dans cette démarche, 2 étapes de réflexion doivent être mises en évidence. Il s'agit premièrement de la voie que Lacan a lui-même suivie dans son dernier enseignement. Je pense ici au séminaire 19 et 20, et tout particulièrement au concept de réel et de la langue sur lequel je vais revenir. Mais il est important, deuxièmement, de problématiser les limites épistémologiques caractérisant la manière avec laquelle le dernier Lacan pose le problème de la subjectivation. Donc, je vais essayer d'analyser les points centraux de la première étape avant de problématiser les limites qui lui sont constitutives. Cette analyse va me permettre de mieux comprendre le statut des conditions qui doivent être réunies pour penser le changement de l'identité de l'intervenant en éthique clinique. De fait, on peut constater dans le travail du dernier Lacan les indices d'un effort de dépassement de son approche précédente. Comme je l'ai déjà souligné, cette approche, avant 1968, se caractérise par la supposition des règles régissant le fonctionnement du langage. Et donc, comment s'opère chez le dernier Lacan le dépassement et la problématisation de cette supposition? De 2 manières. D'une part, il faut remarquer dans ces derniers travaux la centralité d'un nouveau concept de réel. Et d'autre part, il faut prêter attention à ce qu'il entend par l'expression hors sens. Donc, prenons le premier point, le concept de réel. Premièrement, donc, le réel du dernier Lacan ne doit pas être compris, comme cela a été le cas jusqu'en 1968, à la lumière du concept structural de langage inféodé à la logique de la dialectique hegelienne. L'analyse de ce premier concept de réel est facile à comprendre. Il est conçu en étroite relation avec l'ordre symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire que le réel, à cette époque du parcours lacanien, avant 1968, le réel est fait pour devenir signifiant, comme le dit Jacques-Alain Miller. C'est dire en même temps que ce nécessaire devenir signifiant du réel suppose chez le Lacan d'avant 1968 2 opérations distinctes que Jacques-Alain Miller propose d'appeler élémentisation et légalisation. La première opération d'élémentisation, l'opération de élémentisation, décompose le réel dans des éléments séparés et distants les uns des autres, d'où le nom de élémentisation. Bon, on peut, évidemment, elle s'appuie ici un petit peu sur Lévi-Strauss. Il y a des éléments qui, dans le réel, qu'il faut distinguer, qui sont même dans des rapports d'opposition. Des gens qui vivent en haut d'une colline, des gens qui à l'opposé vivent en bas de la colline, du cuit, du cru, de l'homme, de la femme. Donc le réel, il est toujours déjà en quelque sorte structuré par des rapports d'opposition. Et donc la première opération qui décompose ce réel dans lequel nous vivons, et bien en fait cette opération, Lacan l'appelle élémentisation. Alors la deuxième opération pose que le réel qui est ainsi élémentisé est soumis à des lois. Cette élémentisation du réel, elle est soumise à des lois, d'où le nom de légalisation. Or, après 1900, bon, alors, il y a des limites même chez le Lacan d'avant 1918 à ce que je viens de dire, parce que si je peux le dire de manière encore plus différente, de façon plus simple, c'est que, en quelque sorte, le réel dans lequel nous vivons, il est toujours déjà inclus dans l'ordre symbolique. Or, comme le dit Lacan, en fait, l'amour échappe à cet ordre symbolique.
bon, et ça, donc, en fait, il ne faut pas non plus aller trop loin en disant que tout est toujours déjà, en quelque sorte, pris dans le tissu symbolique, hein. Ce n'est pas vrai. Bon. En tout cas, après 1968, le réel lacanien se situe en deçà de l'ordre symbolique que je viens de décrire schématiquement à travers cette opération d'élémentisation et de légalisation. Donc, il se situe en deçà de l'ordre symbolique et il doit être saisi au niveau du pur hasard, c'est-à-dire dans la région d'une expérience qui n'est pas régie par des lois, par les lois de l'ordre symbolique. On peut dire qu'il s'agit d'un réel dénudé sur lequel le langage n'a pas de prise et qu'il ne peut pas incorporer, raison pour laquelle ce nouveau réel peut être qualifié de inassimilable. Alors, deuxièmement, le dépassement de la logique régissant le travail de Lacan d'avant 1968 peut être saisi à la lumière de l'expression hors sens, hein, comme je l'ai dit. Alors, avant 1968, le langage est conçu chez Lacan comme étant capable de dissoudre, à travers l'acte d'interprétation, la répétition du symptôme. Le fait de mettre en langage le symptôme permet de le dissoudre, de le faire disparaître. Une fois révélé le sens du symptôme, le sujet se libère des répétitions dans lesquelles s'est enlisée son action. Et ce dévoilement du sens caché du symptôme s'accompagne en même temps de la découverte du désir dont la loi doit orienter sous un nouveau jour l'action du sujet. Or, après 1968, Lacan forge le concept de la langue qui, contrairement au concept de langage, ne doit pas être pensé en rapport avec le symptôme cachant un sens à décrypter. C'est pourquoi la langue se situe dans une région qu'on peut appeler de hors sens, hein, puisqu'il n'y a rien à décrypter. Alors, dans des termes lacaniens un petit peu plus techniques, on peut dire que le concept de la langue répond au problème de l'origine même du signifiant maître et doit se comprendre dans le rapport qu'elle entretient avec le concept de corps qui se jouit, hein, et un rapport réflexif ici, de corps qui se jouit, dont la structure circulaire, dont la structure est circulaire, car le corps est dit se jouir soi-même et non pas jouir d'un objet quelconque, hein, et ceci marque un seuil épistémologique dans les travaux du dernier Lacan. Et pourtant, la rupture épistémologique qu'indique ce double déplacement conceptuel pose un nouveau problème. Comme on l'a vu dans le sillage de Freud, assez rapidement, Lacan intériorise les conditions de subjectivation dans ce qu'il entend par langage. Cette intériorisation des conditions de subjectivation devait être problématisée car elle était marquée par la supposition des règles déjà données dans la structure de la langue. L'œuvre du dernier Lacan, comme on vient de le voir rapidement, met en valeur deux manières distinctes pour problématiser ces règles régissant le fonctionnement du langage. Alors, cette nouvelle problématisation reste insuffisamment réfléchie dans la mesure où, contrairement à son approche d'avant 1968, Lacan extériorise les conditions de l'opération de subjectivation. Les concepts de corps qui se jouit et de réel attestent cette extériorisation. Donc, les deux démarches de Lacan d'avant 1968 et après 1968 oscillent entre deux positions contraires. La première position d'intériorisation des règles de subjectivation dans la structure de la langue et la deuxième position d'extériorisation des règles de subjectivation dans le corps qui se jouit. Et donc, le nouveau problème qui se pose est comment est-ce qu'on peut dépasser cette oscillation. Alors, pour aller plus loin dans la démarche de Lacan, il est utile de rappeler que l'approche génétique de l'apprentissage, que j'ai brièvement analysée, se concentre sur les conditions de déploiement de l'action du sujet sans présupposer des règles prédonnées qui l'informent en s'auto-réalisant ni dans l'intériorité de l'esprit du sujet, ni dans l'extériorité des conditions de son effectuation. Donc, si on veut respecter cette double exigence, nous pouvons nous rapporter au concept fictéen d'attention. Bon, ici, à vrai dire, je m'appuie en fait sur des travaux réalisés
par des collègues du centre où j'ai effectué mes recherches postdoctorales, et notamment Jacques Lenoble. Alors, ce concept est Marc Mascalque. Et alors, ce concept d'attention, ce concept fictéen d'attention va me permettre en même temps de comprendre la manière dont on peut approfondir la radicalisation opérée par la démarche du dernier Lacan. Donc, le choix du concept fictéen d'attention s'explique par le fait qu'il rend possible une meilleure thématisation de l'opération proprement épistémologique, conditionnant le déplacement conceptuel à l'œuvre dans la pensée du dernier Lacan. Le nœud de cette opération épistémologique est une insuffisante analyse du concept de réflexivité, ce qui trahit l'usage d'une attention incomplète pouvant mener notre savoir à poser des règles de construction soit dans l'intériorité de l'esprit du sujet, soit dans l'extériorité de ses conditions d'existence. Or, il convient de souligner que le concept fictéen d'attention cherche à saisir le principe même de la corrélation entre les choses et la conscience. Ce principe réside dans l'activité synthétique du concept qui, par sa réflexion, produit une évidence absolument génétique dont on peut dériver l'évidence factuelle. Lorsque les éléments reliés par et dans cette unité ne sont pas saisis comme unité mais comme dualité, c'est parce que l'opération réflexive a manqué d'une attention pleine et parfaite. Ainsi, l'oscillation que j'ai constatée en analysant Lacan peut maintenant être comprise comme résultant d'une opération réflexive frappée par une attention incomplète qui n'est ni pleine ni parfaite. Pour être pleine, l'attention doit s'investir dans l'objet exposé avec toutes ses capacités intellectuelles, de telle manière qu'aucune autre pensée ne puisse pénétrer l'esprit. Ensuite, pour être parfaite, l'attention doit conduire vers le savoir qui détermine en nous la compréhension de l'objet dans lequel elle s'est investie. Donc l'attention complète, c'est-à-dire pleine et parfaite, permet de comprendre non seulement les causes de l'oscillation constatée en lisant Lacan, mais également les conditions nécessaires de son possible dépassement. Il nous conduit à radicaliser l'analyse de la manière lacanienne de penser le rapport à l'opération de subjectivation en y mettant en lumière trois moments distants, mais intimement articulés. C'est quoi ces trois moments? Le premier moment de l'opération de subjectivation consiste dans la reconstruction identitaire singulière qui nous surdétermine. À défaut d'accorder attention à la manière dont est mobilisée par notre action la représentation de l'identité qui en constitue l'arrière-plan, le risque est de répéter cette identité et, ce faisant, d'empêcher le déploiement du processus de subjectivation. Donc, cette première opération est fondamentale parce qu'elle met en lumière ce qui est oblitéré par l'action du sujet. Mais elle n'est pas suffisante pour garantir la création d'un nouveau sujet d'action. Alors, le deuxième moment de l'opération de subjectivation met à l'écart la croyance dans un lieu idéal où le sujet pourrait se rencontrer comme étant authentiquement identique à lui-même. Cette croyance par laquelle on est conduit à se dire qu'on peut finalement être soi-même. Il faut mettre à l'écart cette croyance. En fait, la relance de la quête illusoire de l'identité est le symptôme d'un certain degré de méconnaissance de la non-identité de soi à soi, qui, comme on l'a vu, est un acquis fondamental de la pensée lacanienne. C'est la raison pour laquelle le deuxième moment de l'opération de subjectivation est celui de l'assomption du vide identitaire. Vide identitaire, c'est-à-dire la non-identité de soi à soi, cette non-identité doit définir le rapport que nous entretenons aux représentations mobilisées par notre action. Alors, le troisième moment de l'opération de subjectivation est la création d'une nouvelle subjectivité dans le rapport constitutif qu'elle entretient avec le vide identitaire ou la non-identité de soi à soi. Et cette observation est fondamentale en ce qu'elle met en relief un véritable engagement dans une nouvelle action. Donc, le troisième moment de l'opération de subjectivation ouvre un espace de jeu
pour une subjectivité devenue capable d'énoncer la répétition dans laquelle c'était enlisé, dans laquelle elle s'était enlisée et cherchant à s'engager dans de nouvelles relations collaboratives relativement stables. Alors, l'attention portée à ces trois moments de l'opération de subjectivation ne repose pas sur des règles supposées déjà données dans l'intériorité de l'esprit du sujet ou dans l'extériorité de ses conditions d'existence. Si dans l'analyse que je proposais de Lacan, on a pu constater une oscillation entre ces deux pôles internes et externes, l'attention aux trois moments de l'opération de subjectivation décrit précédemment, ce que je viens de faire tout à l'heure, permet d'éviter cette oscillation. Ce sont ces trois moments qui se situent au cœur de l'opération de tertiarisation. En effet, comme on l'a vu, cette opération de tertiarisation vise les conditions qui doivent être réunies pour rendre possible la différenciation entre le sujet d'un côté et l'altérité de l'image où il reconnaît son identité de l'autre côté. Ce sont ces conditions que j'ai analysées du point de vue de leur construction tout en faisant valoir, à partir d'une radicalisation de la démarche du dernier Lacan, tout en faisant valoir les trois moments de l'opération de subjectivation. Alors, quelles sont maintenant les conséquences de cette analyse sur la manière dont on peut comprendre le rôle de l'intervenant en éthique clinique? Donc, elle se situe tant sur le plan du rapport à soi que sur le plan relationnel du rapport aux autres. Alors, sur le plan du rapport à soi, cette analyse rend impraticable la fixation imaginaire d'une identité prédonnée prête à l'emploi. L'arrêt de l'usage de cette ready-made identity, on pourrait dire un peu à l'anglaise, l'arrêt de l'usage de cette identité prédonnée met l'intervenant en éthique dans un permanent rapport critique vis-à-vis de ses propres attentes qui peuvent être déterminées à différents degrés par l'espace imaginaire dont il a été le porteur. Mais il introduit également un décalage se situant sur le plan relationnel. Ce décalage sur le plan relationnel est celui entre l'image d'une subjectivité en tant que marqueur de l'intérêt d'un groupe social particulier et l'action des nouvelles subjectivités en tant que marqueur d'un intérêt social à construire collectivement. Donc, en s'employant à co-construire l'intérêt social, l'intervenant en éthique clinique doit éviter de reproduire l'intérêt social d'un groupe politiquement ou économiquement dominant. Et ce travail de collaboration a pour effet la production de nouvelles relations qui sont elles-mêmes autant de manières de marquer l'intérêt social en train de se construire. Alors, en conclusion, je voulais seulement dire que, donc là je vais terminer, je voulais seulement souligner encore une fois que cette intervention était portée en fait sur des points épistémologiques, et cette précision elle est importante, parce qu'en prenant au sérieux le changement des identités d'action du sujet, en l'occurrence de l'intervenant en éthique clinique, j'ai essayé de le problématiser du point de vue de ses conditions de possibilité, et plus radicalement du point de vue de leur processus de construction de ces conditions de possibilité. Donc, pour le dire en d'autres termes, l'important a été, l'important pour moi n'est pas d'un point de vue épistémologique de mettre en évidence le changement, ce n'est pas ça l'important, de mettre en évidence le changement des rôles dans lesquels est investie l'identité de l'intervenant en éthique clinique, mais plus précisément, si je peux m'exprimer de cette manière, ce qui est important, c'est la transformation du rôle surdéterminant l'action du sujet. En fait, si je peux reformuler d'une complètement une autre manière ce que je viens de dire jusqu'à présent, ma question a été la suivante. Quel est le rôle que nous accordons au rôle qu'il nous arrive de jouer dans une institution ou dans une société donnée? Quel est le rôle que nous accordons au rôle que nous jouons dans une institution? C'est ça la question en fait qui m'a intéressé dans cette intervention. Et pourtant, cette démarche épistémologique, donc, qui porte sur la construction de conditions de possibilité, de la construction du rôle que nous accordons, qu'il nous arrive de jouer dans une institution,
Et ben, en fait, cette démarche, évidemment, elle doit être articulée à une analyse des dispositifs pratiques rendant possible l'expérimentation de l'opération par laquelle le sujet, individuel ou collectif, agit sur soi-même pour transformer le rapport à la représentation de son identité. Dans quel type de dispositif pratique on peut donc expérimenter cette transformation du rapport à la représentation de notre identité. Alors, comment on peut organiser, de ce point de vue pratique, les dispositifs dans lesquels il est possible de mettre à l'épreuve les identités d'action à la fois individuelles et collectives. Donc, cette question doit être posée sur un double niveau. D'abord, au niveau des interventions propres au champ de l'éthique clinique, qui se définit par des enjeux qui lui sont tout à fait spécifiques. Mais il convient de discuter cette même question au deuxième niveau plus général de l'éthique appliquée, disons, favorisant l'action de nouvelles collaborations entre les différents types d'interventions, s'inscrivant aussi bien dans les domaines de la bioéthique et de l'éthique clinique que dans ceux dans l'entreprise ou dans des institutions étatiques. Voilà. Et donc, c'est de ce point de vue, du point de vue de l'articulation de ces deux niveaux, qu'il conviendrait, je pense, d'analyser à nouveau le rapport entre l'action des normes socialement déterminées et la transformation des rôles qu'occupent les sujets. Voilà donc un peu les grandes lignes en fait de ce que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, en espérant que je n'ai pas fait trop peur et que ce n'était pas trop compliqué. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et je vous passe la parole. Peut-être je passe la parole d'abord à Georgi qui va, je ne sais pas, à son tour passer la parole aux autres. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu comprends bien mon rôle. En fait, merci beaucoup pour cette intervention très riche qui provoque des réflexions et je voudrais bien que les participants posent des questions. D'abord, moi j'ai des questions, mais je ne veux pas m'imposer dans ce genre de... oui, celui qui modère la discussion et qui pose aussi lui-même les questions. Donc, s'il vous plaît, des participants, étudiants Erasmus Mundus ou membres de groupes de recherche, tous qui sont là, s'il vous plaît, c'est à vous de poser des questions. Question de précision ou bien question globale qui touche vraiment la chose. Sinon, j'ai des questions peut-être aussi. Oui, 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 nous sommes assez questionnables. Ouais, bon, pendant que... oh oui, je vois Yekaterina Khan, s'il vous plaît. Oui, Oleg, merci beaucoup pour votre présentation. C'était plus intéressant et riche, vraiment. Et j'ai les questions peut-être un peu générales Oui. du concept de hors sens. Oui. Hors sens, qu'est-ce que la différence parmi hors sens et sens et est-ce que c'est possible de dire que si dans l'intervention que vous avez expliquée, il faut faire disparaître l'identité imaginaire qui était peut-être traumatique, si j'ai compris bien, c'est quoi que c'est qui interroge avec cette identité imaginaire dans cet espace? C'était mon question. Oui, oui, tout à fait. Ben, en fait, moi, selon ma petite compréhension de ce que dit Lacan, en fait, hors sens, c'est une expression pour dire, pour marquer en fait une autre manière de comprendre la langue.
Une autre manière de comprendre la langue. En fait, c'est quoi cette autre manière de comprendre la langue? C'est que dans le Lacan, disons avant 1968, il y a quand même, pour ceux qui l'ont lu un peu, mais de manière plus générale, disons dans la psychanalyse, il y a la langue cache toujours un sens. La langue, ce qui se dit, ce qui dit, les mots cachent un sens qu'il faut dévoiler, qu'il faut découvrir. Qu'il faut découvrir à travers quoi? Bon, à travers l'interprétation. Dans la psychanalyse, bon, d'ailleurs aussi bien freudienne que lacanienne, l'interprétation est tout à fait importante en fait. Hein. C'est pour dire que le sens ne se donne pas de lui-même. Il doit être découvert à travers une analyse interprétative. Hein. Bon. Donc en fait, il y a un sens, en tout cas, il y a un sens qui est caché et qui doit être découvert. Bon. Et avec cette expression de hors sens, c'est pour montrer une autre manière de comprendre la langue que Lacan appelle la langue. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça vient, si ma compréhension est correcte, mais corrigez-moi, ça vient en fait, Lacan emprunte ce concept, la langue, du latin la latio, qui veut dire en fait les chants de la maman, quand elle va faire dormir le petit. Hein, elle chante au petit là, pour que le petit puisse s'endormir. Bon. Et tu vois, dans cette façon en fait de chanter au petit, il n'y a aucun sens à interpréter. Il n'y a pas de sens à découvrir en fait dans cette façon d'entrer en contact avec le petit. Hein. Le petit, à travers cette parole, ces paroles, c'est même pas des paroles en fait, c'est une espèce de vibration. Hein, c'est un chant de la maman. Et elle entre en rapport avec son corps pour s'endormir. Hein, bon. Et en fait, ici, en fait, on a une autre façon de comprendre le langage. Hein, et donc, hors sens, ça veut dire qu'on n'est plus dans le cadre d'une langue qui cacherait quelque chose et qu'il faut découvrir pour comprendre les symptômes. On est dans une autre manière de comprendre la langue. Donc voilà, moi c'est comme ça en fait un peu que j'ai compris cette expression hors sens et peut-être Ekaterina, n'est-ce pas? Si vous vous appelez comme ça, si j'ai bien noté. Peut-être vous pouvez me relancer avec un autre commentaire ou peut-être une autre question si jamais je n'étais pas clair. J'avais juste un petit commentaire. Oui, bien J'ai sûr. bien compris, mais je pense que peut-être c'est un problème de psychanalyse lacanienne que Oui. si nous comprenons la langue comme leur sens, c'est la pauvreté radicale, l'absence de la chance euh, pour le sujet de comprendre soi-même. C'est la chance de peut-être communiquer juste au niveau des émotions, mais pas de sens. Est-ce que vous pensez? C'est pas de problème dans ça. Oui, oui. Donc, ce que tu veux dire, c'est que dans ce hors-sens, en fait, ce qui est important, disons, c'est plutôt la dimension affective, émotionnelle, et pas tellement la découverte je sais pas moi, d'une interprétation. Quelque chose comme ça. Oui, 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 très certainement, je pense. Après, j'ai le sentiment, mais c'est une question sur laquelle je continue à réfléchir, à vrai dire, parce que c'est quand même super complexe, en fait, le rapport, disons, entre langue et corps. Hein, le corps, corporalité et langue, comment s'articulent les deux. Je pense que c'est très certainement un peu dans cette direction-là qu'il faut aller pour comprendre le hors-sens, la langue. Bon, c'est un peu là, en fait. Et cette articulation entre la langue et le corps,
C'est quelque chose qui, enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est là aussi qu'il faut penser très certainement la subjectivation, hein, la façon dont on devient un sujet. Donc, peut-être pas tellement, si tu veux, pas tellement, mais en fait, si, hein, je ne sais pas de quelle façon on peut introduire dans tout ça l'affectivité, mais pas tellement ça, mais la corporalité, en fait, hein, la corporalité, le langage, hein, j'ai plutôt cette tendance-là, en fait, je suis enclin à dire ça plutôt que l'affectivité. Mais ça reste sans doute Merci. encore Merci ambigu, hein, beaucoup. s'il te plaît. Merci. Il y a encore une question. Alain, s'il vous plaît. N'oublie pas le microphone, Alain. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour la conférence. Je pose la question en tant qu'un outsider parce que je ne connais pas Lacan, mais je suis venu pour apprendre quelque chose et essayer de voir aussi si dans la philosophie de Lacan, je peux trouver quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Donc, je travaille beaucoup sur les questions de la domination de la science ou dans le domaine de la vérité scientifique. Oui. Et je voudrais savoir quelle est la marge de possibilité en termes de politique pour l'éthicien, pour l'éthicien clinique. Est-ce qu'il est, sur le plan épistémologique, quelle serait la forme d'éthique clinique dans le domaine des institutions scientifiques? Ou encore, j'intitule comme ceci, comment Oui. doit agir, comment doit agir l'éthicien clinique dans le domaine pur de la science positive, dans la mesure où une orientation méthodique qui s'impose à tous Mhm. dans ces secteurs est déjà une forme de quelque chose de normal. Donc, comment Lacan envisage les rapports à la science en tant que domaine qui, bien sûr, qui domine la nature de la vérité. Mhm, mhm. Oui, oui, tout à fait. C'est une question très intéressante. Merci beaucoup, Alain. Ouais, parce que je pose la question parce que vous avez dit que l'intervention clinique en éthique clinique doit éviter la production d'intérêts d'un groupe dominant. Oui, 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 tout à fait, absolument. Oh là 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 là, c'est une question vraiment importante. Mais alors, si tu veux, en fait, ce qui est ici, ce que moi j'ai voulu faire un petit peu, c'est justement disons, de manière générale, très générale, comme ça, de critiquer la posture justement des intervenants en éthique clinique qui se croient comme étant des experts scientifiques, qui croient qu'ils sont les possesseurs d'une connaissance scientifique et parce qu'elle est scientifique, hein, en vertu de cette scientificité, ils vont intervenir pour accompagner leurs patients. En cette posture, en fait, ou cette croyance selon laquelle je m'appuie sur quelque chose qui est scientifiquement fondé, ben, en fait, ça, il faut critiquer. Bon, voilà. Ce que j'ai essayé de faire un petit peu. Et pourquoi? Pour mettre en évidence, en fait, des processus de construction, en fait, de ces connaissances, hein, des constructions collectives. Il n'y a pas de science qui est, comment est-ce que je veux dire, qui reflète de façon fidèle et de manière la plus exacte possible, en fait, la réalité. Et ben, la connaissance est plutôt le résultat d'une construction collective. Bon. Si tu veux, de manière générale, c'est un petit peu ça ce que je voulais dire, de manière très, très générale. Après, c'est vrai que bon, là, chez Lacan, ça serait toute une question, effectivement, en fait, de voir un petit peu les différents statuts de la science dans son parcours. Il y a très certainement, à un certain moment de son parcours, comme d'ailleurs chez d'autres intellectuels, la croyance dans la scientificité, par exemple, de la linguistique, hein, la linguistique structurale, hein, qui a été perçue en fait à un moment donné par des auteurs, des gens comme Jacobson et d'autres, comme étant véritablement une science, en fait, à l'image de la mathématique, de la physique.
Bon, donc ça, c'est quelque chose qui est vrai. Et puis, cette manière de se représenter la connaissance scientifique a changé. Bon, donc ça serait effectivement une question, mais très intéressante, mais à détailler en fonction des différents déplacements dans le parcours lacanien et dans le rapport, évidemment, avec ses contemporains, ses collaborateurs, enfin, ses collègues, etc., etc. Mais merci beaucoup pour la question. Hein. C'est une, c'est une vraie question. Merci. Et il y a encore des questions. Ekaterina Chachlova, s'il vous plaît, votre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation intéressante. Et j'ai vu dans votre présentation beaucoup des moments Foucauldiens. Et j'ai deux questions par rapport aussi par rapport à la théorie de Foucault. Oui. Première question, si c'est possible, selon votre approche, si c'est possible, penser la subjectivation sans ou dehors l'éthique, la subjectivation dehors l'éthique. C'est la première question. Et deuxième, quelle est la différence entre cette approche entre cette description de l'opération de subjectivation et la théorie de Michel Foucault, théorie de la subjectivation Oui. dans les travaux sur l'histoire de la sexualité. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Ekaterina. Donc, effectivement, alors pour prendre la première question, est-ce qu'on peut penser la subjectivation en dehors ou sans l'éthique, comme tu viens de le dire? Je pense que ça dépend de la manière dont on définit l'éthique, n'est-ce pas? Je pense que si on définit l'éthique comme étant précisément le foyer de la transformation. L'éthique, si on la comprend comme étant le foyer de la transformation de l'identité du sujet, en fait, la subjectivation entretient un lien intime avec l'éthique. Elle est étroitement liée. Ce serait même le lieu par excellence de la subjectivation, l'éthique. Voilà. Mais si on la comprend comme ça, un petit peu comme chez le dernier Foucault, hein, chez lui, quand il pose la question du souci de soi dans l'herméneutique du sujet, mais aussi un peu avant et après, en fait, l'éthique, elle est abordée par ce biais-là, hein, par le biais d'une réflexion autour de la transformation de l'identité du sujet. Donc, dans cette mesure-là, la subjectivation est effectivement profondément inscrite, en fait, dans l'éthique. Donc, elle ne peut pas être extérieure ou indifférente à l'éthique. Donc voilà, maintenant, en fait, la question que tu poses me semble importante dans un autre sens aussi. Si on accepte que la subjectivation entretient un lien profond et intime avec l'éthique, en fait, ce serait intéressant de distinguer des différents niveaux de cette articulation ou les différents niveaux de la subjectivation dans le champ de l'éthique. Il y a très certainement à voir un petit peu les différents étages, si je peux dire, hein, les différentes dimensions de l'éthique où se pose d'une certaine manière la question de la subjectivation. Et dans d'autres niveaux de l'éthique, peut-être cette même question se pose différemment. Ça serait très intéressant de voir ces différents niveaux, je pense. Aussi bien chez un auteur comme Foucault et pas uniquement le dernier Foucault. Je pense que cette question elle est déjà au cœur d'autres types de travaux comme Les mots et les choses, par exemple. Je pense qu'il y a de l'éthique même là, même si ce bouquin est perçu comme étant plutôt épistémologique. Mais donc voilà, c'est simplement pour dire que je pense que la subjectivation entretient un lien très fort avec l'éthique et ce serait du coup intéressant de distinguer les différentes manières d'articuler subjectivation et éthique. Bon, voilà, c'est un peu ça. Et puis, la différence entre cette approche de la subjectivation et la théorie de Foucault, par exemple, l'histoire de la sexualité, c'est une question qui
Alors, je ne suis pas certain, en fait, pour être tout à fait sincère, je ne suis pas certain que Foucault a pensé les conditions de possibilité de la subjectivation. Je ne le pense pas, en fait. Je ne crois pas que... je ne crois pas que... Ce qu'on voit plutôt chez lui, n'est-ce pas, c'est plutôt une espèce de généalogie, en fait, des différentes manières dont a été expérimentée, en fait, hein, la subjectivation, mais une réflexion des conditions de possibilité de la subjectivation, je n'en suis pas sûr, en fait. Et du coup, peut-être une différence que je pourrais mettre en évidence, c'est que ici, avec Lacan, la question de la subjectivation est précisément le point central, en fait, hein, de ça. Avec des limites, d'où l'intérêt de voir un peu c'est quoi ces limites, comment on peut aller plus loin. Voilà. Bon, de l'autre côté, alors pour me faire une autre critique, il faudrait peut-être voir aussi un peu de façon plus détaillée certains livres dont l'histoire de la sexualité, d'ailleurs, histoire qui a été écrite à des moments différents, n'est-ce pas? À des différences assez considérables, en fait. Donc, de voir un petit peu plus spécifiquement comment s'est posée la question de la subjectivation et du pouvoir, d'ailleurs, dans certains de ces volumes, et peut-être un rapport avec des cours au Collège de France qui étaient contemporains en fait à ces bouquins-là, pour voir un peu comment s'est posée cette question de la subjectivation. Mais mon sentiment est que, encore une fois, une réflexion, si tu veux, en fait, une réflexion sur la manière de se rapporter aux conditions de possibilité de la subjectivation, cette réflexion, hein, sur la façon dont on peut se rapporter aux conditions de possibilité de la subjectivation, je ne la vois pas, en fait, hein, chez Foucault, même si, évidemment, je suis conscient qu'il faut aller un peu plus finement, en fait, dans tout ça. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci, Ekaterina. Il y a encore une question. Ulrich Mettende, s'il vous plaît. Ok, merci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bah, c'est vrai que je suis dans un endroit où il y a assez de bruit. Merci. Merci pour votre présentation. J'ai trouvé super intéressante parce que moi, j'ai eu la chance de travailler en bioéthique. J'ai fait d'ailleurs, j'ai fait un mémoire en bioéthique et j'avais pas vraiment pensé les perspectives auxquelles vous avez fait allusion, notamment avec Lacan. Donc, du coup, c'était très enrichissant pour moi, bien que je vous ai pris en cours de route. Mais j'avais quelques questions, n'ayant pas assez pratiqué Lacan aussi. Euh, Est-ce que dans le rapport entre le rapport au corps, en fait, quelle est la place du corps dans cette approche de l'éthique clinique chez Lacan aussi, chez Lacan, parce que c'est une question, moi, qui m'intéresse personnellement, la question du corps, plus précisément, voilà, les corps lorsqu'ils sont soumis à tout ce qui est protocole d'un point de vue médical, d'un point de vue clinique et le rapport qu'on peut établir entre cette approche et les questions éthiques et même politiques. Et tout à l'heure, Catherine parlait de Foucault, le biopouvoir et voilà, et toutes ces dimensions-là. Et l'autre question, c'est celle en rapport avec la culture. Est-ce que, parce que d'un point de vue culturel, forcément, les catégories de Lacan ne s'appliqueraient pas à je veux dire, d'autres sphères, d'autres aires culturelles. Parce que d'un point de vue de la psychopathologie, par exemple, la psychopathologie africaine plus précisément, les catégories éthiques ou bien l'approche éthique de Lacan, est-ce qu'elle peut être transculturelle? C'est ça la question. Est-ce qu'elle peut être transculturelle ou bien elle ne s'appliquerait qu'à une spécificité, qu'à une aire culturelle précise? Voilà, c'était un peu ça mes deux questions. Merci. Oh, merci beaucoup, Ulrich. Écoute, j'ai voilà, des grosses questions hein, quand même. Tu dois m'aider un peu à répondre à tout ça. Quand tu vas réaliser ton mémoire de master, je serais curieux de le lire, du coup, pour voir un peu comment tu vas t'y prendre pour cheminer un peu dans ce vaste domaine. Mais, oh là là, écoute, une réponse facile à la deuxième question serait évidemment de dire que ce que Lacan a dit, bah, évidemment, c'est déterminer
par le contexte social, historique, culturel, hein, de manière générale. Bon, qu'est-ce que ça veut dire culture d'ailleurs? Mais bon, que c'est déterminé par tout ça. Et donc, il faut évidemment faire attention un petit peu à la singularité de sa position dans ce contexte culturel. Hein, que ce n'est pas transposable comme ça ailleurs. Après, tu vois, une fois qu'on a dit ça, et que c'est peut-être la première qui vient comme ça à l'esprit, il faut quand même voir pourquoi Lacan, enfin ce qu'a dit Lacan, a eu des conséquences profondes dans les mouvements d'émancipation féminine en dehors de l'Europe, en fait. Hein. Pourquoi? Pour quelles raisons? S'il y a cette détermination culturelle, hein. Comment ça se fait qu'il a eu des retentissements ailleurs? Donc, il faut voir aussi un petit peu ce qui, disons, dépasse en fait un petit peu ces contextes, le contexte culturel dans lequel il a écrit. Bon, donc je pense qu'il y a ça aussi en fait, hein, quand tu parles de la culture et du rapport à la culture. Je pense qu'il y a ça et ce double niveau aussi bien de détermination que de rapport à l'universel, en fait, un petit peu, si je peux dire, au transculturel, en fait, hein, disons, c'est comme ça, alors. Voilà. Voilà, peut-être tu pourrais me relancer encore, en fait, parce que la question, bien entendu, elle est importante. Peut-être ce serait bien de voir, alors, du coup, de façon vraiment spécifique, en fait, c'est quoi quand tu dis la culture africaine, mais quelle culture, en fait, et quels sont les points, en fait, qui t'intéressent pour voir un peu, est-ce qu'il y aurait une manière lacanienne de répondre à certaines questions qui se posent dans cette culture-là et qui soit... Il faut voir un peu si ça prend, si ça peut être intéressant, en fait, de répondre de façon lacanienne, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend du type de problème qui t'intéresse certainement. Voilà, il y a ça. Et puis bon, écoute, le rapport au corps, en fait, c'est une question... oh là là, c'est une question, c'est une grande question. En fait, je ne sais pas de quelle manière je peux m'y prendre, en fait, hein, parce que c'est une question qui peut revenir par différents biais, en fait. Hein. J'avais mentionné, quand j'ai répondu à la première question, hein, quand je donnais l'exemple de la Lazio, hein, c'est ce concept de la langue, la langue, tu vois, la langue dans un mot, pas la langue, mais ensemble, en fait. Et ben, en fait, c'est un concept que Lacan, comme je l'ai dit, il a pris du latin la Lazio. Et ça vient, en fait, des chants que la maman chante à son bébé pour qu'il s'endorme, en fait. C'est de là que, c'est par ce biais-là, en fait, que se pose la question du corps chez le dernier Lacan. Hein. Comment, si tu veux, ce qui était intéressant, en fait, c'est de voir un peu comment le corps s'éprouve soi-même, hein, comment le corps s'éprouve soi-même par le biais des chants de la maman. C'est un peu ça, en fait, tu vois, c'est le corps se jouit soi-même. Il y a une espèce de jouissance du corps. Je me rapporte à mon corps d'une certaine manière lorsque je veux dire le nourrisson, quoi, hein, le petit bébé, le tout petit. Il se rapporte à son corps d'une certaine manière quand elle entend les chants de la maman. Ah, la latio. Bon, ça c'est une manière, enfin, c'était quelque chose d'extrêmement important, en fait, à vrai dire, hein, chez le dernier Lacan. Mais je donne ça comme ça, un exemple un petit peu trivial, mais en réalité, ça pose des questions extrêmement complexes de subjectivation, hein, c'est-à-dire la façon dont, par le biais de la langue, dans ce sens-là, on devient un sujet. Bon. Cette espèce de rythme, en fait, que c'est le rythme qu'introduit le chant pour rendre possible la subjectivation. Bon, ça, ce serait une manière de répondre, et puis il faut sans doute aller plus loin, vraiment, il faut aller plus loin. Une autre manière serait évidemment de prendre peut-être le concept de jouissance et de voir un peu comment ça se pose, cette question chez, je sais pas moi, le premier, deuxième Lacan, de voir ça un peu de façon un peu plus détaillée, quoi.
Mais voilà, je dirais ça de manière un peu générale, hein. Tu m'excuses, Ulrich, si je suis elliptique et incompréhensible, mais voilà, je dirais ça un peu comme ça, en fait, sur le vif. Merci à toi. Merci. Est-ce qu'il y a encore OK, pendant que vous réfléchissez sur vos questions, moi, je vais me permettre aussi de poser une question concernant... Merci pour ce oui, masterclass. Concernant l'identité prédonnée, hein, ready-made identity. Je voudrais comprendre mieux le sens de cette rubrique-là et est-ce que ça serait comparable avec personnage de Sartre, garçon de café qui croit d'être garçon de café, ou c'est une autre chose, où il y a des choses qui distinguent vraiment ce concept-là de cette thématique de non-identité à soi, en fait. Fait, élaboré dans le contexte existentialiste. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, à répondre à cette question? Moi, ce que je voudrais dire, en fait, pour commencer à répondre à ta question, c'est que le danger, c'est évidemment, le danger est que c'est de croire que ce qui est imaginaire, c'est quand l'identité imaginaire ne se perçoit pas comme étant imaginaire, disons ça comme ça en fait. C'est ça que je voulais dire par identité prédonnée, hein. C'est l'identité qui est imaginaire en réalité, bon, disons, mais qui ne se perçoit pas comme étant imaginaire. Bon. Donc cette espèce d'aveuglement, en fait, espèce d'aveuglement concernant sa propre identité alors qu'elle est imaginaire, hein, et de la croire comme étant toujours déjà donnée, c'est la chose que je voulais critiquer justement, hein, parce que pour mettre en évidence qu'il y a des conditions dans lesquelles l'identité se construit, qu'elle peut être construite. Bon. Elle peut être construite et qu'elle est construite de fait, en fait. Que l'imaginaire, elle peut entrer en jeu, évidemment. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir. Quel est plus précisément le statut de l'imaginaire dans la construction de l'identité. Mais en tout cas, le problème étant un petit peu d'ouvrir, en fait, cette espèce d'aveuglement pour que l'identité qui est imaginaire puisse se percevoir comme étant imaginaire. Et dans quelles conditions on peut rendre possible le changement de la perception de soi à soi pour qu'on puisse voir que l'imaginaire, c'est effectivement de l'imaginaire et pas autre chose. Bon. Voilà, donc en fait, et l'identité prédonnée, c'est précisément ça, c'est cet aveuglement. L'identité prédonnée, c'est celle qui ne se voit pas comme étant imaginaire alors qu'elle l'est. Est-ce que c'est la même chose chez Sartre? Voilà maintenant l'autre moment de la question et que je te demande de m'aider un peu à répondre. Moi, voilà, je le sens. Enfin, il y a des différences en fait assez importantes entre Sartre et Lacan parce que je pense que évidemment avec son concept bien connu de projet, n'est-ce pas, Sartre voulait précisément dire que l'identité n'est pas donnée comme celle des objets. Voilà, elle est justement à construire. Bon. Est-ce qu'il voulait dire par là qu'il y a quelque chose comme une puissance imaginaire qui peut participer au processus de construction de l'identité? Comment est-ce que toi tu vois ça aussi, hein? Oui. En fait, je dirais que lui, il est un peu plus, comment dire, direct. Donc, il ne parle pas de l'identité imaginaire, il parle de l'identité tout court. En fait, n'importe quelle identité personnelle est basée sur une mauvaise foi, sur un aveuglement, comme tu parles, ou sur une fuite de l'inquiétude, selon sa propre théorie. Donc, je dirais que pour lui, limité par identité imaginaire, ça serait en fait limité un peu trop. Donc, il est plus global, je dirais, plus oui. insistant dans ce sens-là.
Oui, oui. Oui, merci, mais je crois que j'ai bien compris. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Y a-t-il encore des questions, chers collègues, chers amis? Donc, dans ce cas-là, je peux me permettre de poser la deuxième question, si tu me permets. OK, Oleg. Oui, deuxième question, en fait, prolonge un peu cette discussion. En fait, avec qui on est en train d'entrer en polémique quand on proclame la non-identité du sujet? Ça diminue plus ou moins en consensus dans la philosophie du XXe siècle. Quand on proclame quoi? Quand on commence en polémique, discussion, donc la thèse de la non-identité semble être une thèse polémique. Ça sonne plus ou moins comme ça. Donc, mais ça diminue une sorte de consensus de la philosophie du XXe siècle. Est-ce qu'il y a vraiment des philosophes qui proclament une identité du sujet à soi? Ou s'il n'y a pas de philosophes de ce genre-là, est-ce que cela veut dire qu'on est en train de parler avec des non-philosophes? Donc, c'est un concept qui est utile pour parler sur le sujet philosophique avec des non-philosophes. Comment tu te le vois? Écoute, oui. Alors, tu sais, il y a, mais c'est d'accord, il y a un consensus, mais en même temps, je pense que la façon d'être en consensus, il faut peut-être aussi quand même problématiser un petit peu parce que non-identité, c'est d'accord, mais en même temps, est-ce que non-identité, c'est la même chose chez Foucault et chez Lacan, pour prendre un exemple, et chez d'autres auteurs contemporains? Et d'ailleurs, dans la phénoménologie, est-ce qu'on parle de la même manière sur la non-identité? Et donc, du coup, ce consensus, même s'il y a un consensus, peut-être qu'il serait intéressant de voir quel est le niveau du consensus, en fait, sur quel niveau exactement on se situe lorsqu'on est d'accord qu'il y a non-identité. Parce que moi, ce qui m'a intéressé ici, c'est évidemment, une fois qu'on a accepté ça, c'est de poser la question des conditions de possibilité de la construction de l'identité en tant qu'elle elle est incomplète. Un peu, pour moi, c'est ça, en fait, un peu le mot. Quand je dis non-identité, c'est pour dire que l'identité n'est pas complète. Il n'y a pas de complétude, en fait. Et cette complétude pourrait peut-être être présente seulement au niveau imaginaire, du coup. Hein. Quand on se croit comme étant complet, c'est parce qu'on est dans l'imaginaire. Bon. Et ouais, c'est une question. Enfin, ça m'exige en fait un petit peu de. C'est vrai qu'ici tu m'as pris un petit peu en fait comme ça dans une. C'est une bonne question parce que j'essaie de faire des efforts là pour me rappeler c'est qui serait l'auteur contre qui je me positionne pour justement dire non, mais c'est de la non-identité, c'est pas l'identité. Donc je suis un petit peu pris au piège de mon langage. Ouais. Oui, merci. Voilà, je vais sans doute encore peut-être y revenir alors hein, pour mieux répondre à ta question, dont je te remercie encore une fois d'ailleurs. Je n'insiste pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Chers amis, chers collègues, dans ce cas-là, si je vous donne la dernière possibilité, s'il n'y a pas de questions, je vais vivement remercier Dr. Oleg Bernas pour son passionnante intervention. On a vraiment passé une heure et demie de plaisir intellectuel grâce à toi. Et notre groupe de recherche est vraiment ravi que tu as pu intervenir dans notre cadre. C'est moi qui vous remercie et je serais très content de pouvoir lire vos publications prochaines si vous les projetez. J'imagine qu'il y a des projets de publication
qui Oui, vont oui. aborder des thématiques que nous avons discutées aujourd'hui. C'est certainement Et un tu plaisir. es vraiment bienvenu d'en participer. Il y aura un volume collectif sur la problématique phénologie et structuralisme. Si jamais ton texte, tu le vois dans ce cadre-là, ce serait excellent. C'est à vous de dire. Hein? Voilà. OK, je vais terminer la partie officielle. Donc, pour l'éternité, ça sera terminé, mais pour notre présent vivant, on peut encore bavarder tout petit peu. Je vais terminer. Je vais demander Marie, qui est organisatrice, de terminer l'enregistrement. Oui, oui, je vous ai rendu organisateur. Maintenant, vous pouvez faire. Déjà, je suis déjà. Ça y est, oui. Oui, ben, OK, je vais terminer l'enregistrement. OK. Oui.